commence. C'est parti. Donc, Encore question d'actualité du mois de mai. Oui. Avez-vous un commentaire concernant le passage en force de la loi travail via le 49.3 et les violentes manifestations qui s'en suivirent? Bon, moi ce que j'aime, c'est l'incohérence de ceux qui nous gouvernent, parce que si mes souvenirs sont exacts, et M. Valls et M. Hollande avaient juré leur grand Dieu que s'ils arrivaient au pouvoir, il n'y aurait plus de 49.3. Bon, voilà. Ben c'est ça la démocratie, voyons. C'est ça la démocratie, voyons. On fait de belles promesses au bon peuple, et puis ensuite on trahit les promesses et le bon peuple. C'est ça la démocratie. Alors bon, l'histoire du 49.3, c'est l'histoire de l'impuissance de ce gouvernement, qui est très fort en déclarations tonitruantes, on va rétablir l'ordre, etc. Et puis quand on voit ce qui se passe sur le terrain, là encore, ce sont des mots, c'est tout. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça, cette chienlit? C'est tout simplement le vieux fond anarchiste qui ressort. C'est la vieille fermentation qui avait déjà éclaté en mai 68, et il meurt d'envie de refaire en mai 68. Ce qui est de scandaleux, c'est que quand on voit les images qui nous présentent des manifestations, on voit une police qui est sur la défensive. On voit des groupes très bien entraînés, visiblement, qui balancent, qui des pavés, qui des cocktails Molotov, etc. Et devant ça, au lieu que l'on se rende compte qu'il y a une stratégie policière pour encercler ces noyaux durs et les faire prisonniers, eh ben non, on laisse faire. Et j'ai vu tout dernièrement l'entretien d'un CRS masqué qui témoignait en disant, ben voilà, notre problème, c'est que on ne reçoit pas d'ordre. Donc le pouvoir politique, alors il y a les fanfaronnades de Valls et de Cazeneuve, mais en réalité, ils laissent faire. Alors, ça surprend, en tout cas, ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, ça ne devrait pas les surprendre. Parce qu'en fait, la République, c'est quoi? Elle est née comment, la République? Au moment de la Révolution dite française. Elle est née par l'action, d'abord des loges et tout ce qu'il y avait autour, et puis de la racaille des bas-fonds de Paris. Donc la République, dès sa naissance, s'est appuyée sur la racaille et sur l'insurrection et sur l'anarchie. Donc elle est dans la parfaite continuité. Alors je voudrais, avant de terminer ma réponse à votre question, ce dont on ne parle pas à propos de la loi d'El Khomri, qui finalement a été concoctée par le petit Macron. Oui, ou par Bruxelles. Et par Bruxelles, bien entendu, c'est que par cette loi, les fêtes religieuses de France vont disparaître. Ça n'a pas été démenti, ça, non? Pas à ma connaissance, on verra. Encore un coup porté au... Ah ben bien entendu, mais tout est fait par progression, par bons successifs, plus ou moins progressif, et comme je l'explique régulièrement, avec la droite libérale, c'est beaucoup plus lent, plus doux, plus soft, comme on dit. Avec la gauche, c'est beaucoup plus brutal. Ils croient qu'ils ont gagné. Pas terminé. Question suivante. Alors que 8 Français sur 10 ne souhaitent pas le revoir, François Hollande se représente pour 2017. Est-ce de l'inconscience ou y a-t-il une réelle stratégie mondialiste derrière lui? Enfin, cette candidature est-elle de bon augure pour le FN? Alors, quand vous dites 8 Français sur 10, je crois que vous êtes encore... Enfin, c'est pas vous, bien entendu. Je crois que les sondages sont encore optimistes. À mon avis, c'est en deçà. C'est un ras-le-bol général. Et alors, stratégie mondialiste, bon, certainement. Tant qu'il est là, évidemment, il se sert de lui. Enfin, le mondialisme se sert de lui. Mais se rendant compte que c'est le rejet populaire de toutes ces couches de ce que Hollande, Valls et compagnie ont été incapables de faire de ce qu'ils avaient promis, bon, ils s'en servent, mais ils préparent déjà la solution de remplacement. La relève. Comment croyez-vous qu'on nous sorte maintenant Macron, hein? Nouvel homme providentiel. Il sort d'où ce gars-là, hein? Il sort de chez Rothschild. Hein?
Et Rothschild, c'est quoi? Ben, c'est la fameuse loi de 2003, qu'on appelle la loi Rothschild de Giscard-Pompidou. Non, c'est pas 2003, c'est 73. 73, Oui, 73, c'est tout à fait, 73. Et par laquelle l'État français ne peut plus emprunter directement à la Banque de France. Et à taux zéro. Ouais. Et à taux zéro, justement. Mais auprès de banques privées. Banques privées, ah oui, lesquelles? Vous avez besoin d'un dessin, hein? Quand on sait que Macron vient de chez Rothschild, il faut s'attendre au pire. Donc voilà, donc côté gauche, on nous sort Macron, qui plaît tellement au patronat, nous dit-on, mais enfin de la part du patronat, ça ne nous surprend pas tellement. Et puis côté droit, on nous sort le playboy attardé, le Bruno Le Maire, pour faire pièce à Fillon, qui est franchement le moins pire. C'est pour ça d'ailleurs que les médias font tout pour le torpiller. Donc voilà, à chaque fois, là, le système, ce qu'on appelle le système avec un grand S et entre guillemets, c'est toujours susciter de nouveaux hommes pour prendre la relève de ceux qui ont été discrédités par leur action. Systématique. Alors, est-ce que le fait que Hollande se maintenant serve le Front National? Je le pense. Parce que l'équation Hollande-Marine Le Pen au deuxième tour serait certainement la meilleure que si c'était Juppé-Marine. Parce que, bon, alors certes, tous les bons républicains voteront peut-être quand même pour Hollande, mais il n'y en aura pas tellement, j'en suis persuadé. Donc le cas de figure le meilleur pour nous, c'est Hollande d'un côté et Marine Le Pen de l'autre. Ça, c'est certain. Et vous savez très bien pourquoi je reproche de façon véhémente à une certaine droite qui tourne autour de l'hebdomadaire Rivarol, qui par haine, mais fanatique, bête et méchante, de son directeur, Jérôme Bourbon, fait tout pour critiquer, décrédibiliser le Front National. Je suis le premier à pouvoir parler du Front National, puisque j'en ai fait partie, j'étais un des cadres, puisque j'étais au bureau politique, au comité central. Et le problème, c'est que le Front National est aujourd'hui le premier parti de France. Et que si on n'est pas d'accord avec certaines tendances, ben, c'est très simple, il n'y a qu'à rentrer dedans pour essayer de faire poids de l'intérieur. Mais tout faire pour empêcher Marine Le Pen d'être au deuxième tour, c'est vraiment faire le jeu du système. Point. Ils ne sont pas finis de m'entendre parler, les Bourbons et compagnie, qui jouent ce petit jeu-là. Ce sont des alliés, je ne sais pas s'ils sont bêtes à ce point-là ou s'ils touchent de l'argent pour ça, mais ce sont des alliés du système par leur tactique. Une question un peu plus légère, on va dire. Trop de candidats se présentent en médecine, le gouvernement propose le tirage au sort. Quel est votre avis sur cette méthode de sélection? Alors, c'est scandaleux ça. Alors, par contre, trop de candidats, j'avoue que ça me surprend un petit peu, parce que normalement, il y a un numerus clausus qui a été imposé, qui est déjà une bêtise innommable. Alors, tirage au sort, évidemment, absolument contre. Moi, je suis pour la sélection. Toujours la sélection. Et si c'est nécessaire, sélection. Élitiste, enfin, c'est comme ça. Évidemment, évidemment. Alors, l'élitisme, c'est le contraire de la démocratie. Oui. Donc, ils ne peuvent pas. Donc, tirage au sort. Et puis, tirage au sort, oui, mais qui vérifie les résultats? Qui tire? Quelle est la main innocente? Quelle est la main qui va sortir le résultat? C'est toujours la même chose. Et moi, en tout cas, je sais au point de vue sélection, quand j'ai fait mes études de médecine à l'époque, et le gros barrage, c'était la première année avec l'examen d'anatomie. Et à l'époque, on avait un livre d'anatomie qui, en plus de ça, est une œuvre d'art. Les planches anatomiques, c'était gravé, dessiné d'une précision invraisemblable. Par exemple, au niveau du crâne, j'ai toujours le crâne d'ailleurs qui m'a servi pour mon examen, véritable crâne humain, pas la reproduction, qui est dans ma bibliothèque face à moi pour me rappeler que l'être humain est mortel. Voilà, bon, c'est bon pour l'humilité. Et cet examen d'anatomie faisait partir quasiment 60% des candidats en première année. C'est déjà un bon épurage. Bonne épuration. Épuration, pardon.
Donc voilà, sélection, et puis bon, les années suivantes, ça a continué à dégager un certain nombre d'individus. Donc ne restaient que ceux qui vraiment en voulaient. Et puis quand arrivaient les travaux pratiques, etc., les dissections, etc., il y en a qui tenaient pas le coup et ça dégageait encore. Donc sélection, sélection, sélection. Les meilleurs, nous sommes pour les meilleurs. Pour une aristocratie de l'esprit. Pas simplement de naissance. Autant que faire se peut. Que pensez-vous du projet de loi souhaitant interdire les écoles hors contrat et l'école à la maison? Mais ça, c'est le vieux projet de la maçonnerie. C'est-à-dire que, il n'y a rien de nouveau. Hein. C'est Jules Ferry, c'est Émile Combes et compagnie. Et rappelez-vous le bouquin dont j'ai pas mal parlé dernièrement de Payon, Vincent Payon, dans son livre La Révolution française n'est pas terminée, dans lequel, je vais vous citer ça à peu près de mémoire, il vous dit que la poursuite de la Révolution va se faire par l'école, au travers de l'époque, pour supprimer de l'esprit des enfants tout ce qui est antérieur à la Révolution. Donc, comme disait un certain Henri Lesquin, la France commence en 1789. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une obsession. Tout ce qui a fabriqué la France, étape par étape, avec des hauts et des bas, avec les rois, depuis le baptême de Clovis, tout ça, pour eux, doit disparaître. Tout ce qui est tradition. Tout ce qui est tradition. Et c'est la tradition dans tous les domaines. C'est vrai sur le plan de l'histoire, des valeurs qu'incarnait la France, parce qu'ils peuvent nous parler de leurs valeurs républicaines. De toute façon, elles ne sont jamais définies. Bon, on en voit simplement les effets, donc on pense que c'est que leurs valeurs. Vous rappelez-vous ma conférence de Clovis aux valeurs de la République, où j'ai voulu justement montrer la différence entre les deux choses. Eh bien... Au niveau familial aussi. C'est leur obsession, il faut que cette France, pour eux, disparaisse, pour que, comme disait Payon, entre autres, d'ailleurs, qu'une nouvelle loi s'instaure avec un nouveau clergé, à la lumière de cette nouvelle loi. Quelle loi? La loi Talmudique, voyons. En lien avec le noachisme, d'ailleurs. Alors, exactement, très bon rappel. Le noachisme, alors qu'est-ce que c'est? C'est une notion qui a été lancée par les milieux juifs, justement, prétendant créer une unité dans l'humanité, en faisant finalement comment toutes les religions, pour faire une seule religion qui serait le noachisme. Ça n'a rien à voir avec Noah, hein. Absolument différent, mais bien entendu à la lumière du judaïsme. Ce serait une religion pour les non-juifs, en fait. Une religion pour les non-juifs, mais sous contrôle de la loi mosaïque. Et quand vous voyez le décret Nostra Aetate, qui a été fait après Vatican II, où on se rend compte que l'Église oublie tous ses dogmes pour pouvoir entrer dans une espèce d'œcuménisme, justement sous l'éclairage de ce noachisme. Eh bien, le noachisme, c'est quoi finalement? C'est l'œcuménisme. C'est le tronc commun de tous les œcuménismes que nous vivons aujourd'hui. Il n'y a plus de vérité. Il n'y a plus de vérité. Alors on vous dit, chacun a sa vérité, ceci, je répète beaucoup. Si chacun a ses vérités, il n'y a pas de vérité. Le mot vérité veut dire une chose. Alors on peut la percevoir diversement et se tromper. Mais il y a une seule vérité. Et moi, ce qui me fait toujours réagir, c'est de voir comment les gens se laissent manipuler avec cette notion-là, parce que, en fait, ce qui donne le mieux la notion, la direction de la vérité, c'est l'adéquation plutôt, entre ce qui est annoncé comme vérité et les résultats de cette vérité. Si les résultats sont mauvais,
C'est pas une vérité. Oui. C'est de l'empirisme, c'est tout. Qu'on soit croyant ou pas croyant, c'est de l'empirisme. Et donc les non-croyants peuvent très bien rejoindre la vérité s'ils ont cette préoccupation pragmatique, scientifique, de voir l'adéquation entre les principes et les résultats. Que dire de la polémique concernant le choix du chanteur Black M pour la commémoration de la bataille de Verdun? Alors, c'est à la fois scandaleux et ça ne manque pas de sel. Parce que, évidemment, choisir cet individu, c'était en quelque sorte un crachat à la figure justement de la France qu'ils ne veulent pas. France de Verdun. France de Verdun et tout ce qui est... S'il y a eu cet esprit de Verdun, d'abord c'est un crachat sur le maréchal Pétain, qui était le grand vainqueur de Verdun. Pas oublier ça non plus. Et puis, ce qu'il y a d'amusant, alors il faut connaître aussi les réactions quand le maire socialiste de Verdun, M. Hazard, à moins que ce ne soit Lazare. Lazare, oui, c'est possible. À moins que ce ne soit Lazare, je ne sais pas. Je laisse ça à nos auditeurs qui creusent un petit peu la question. Et le plus amusant, c'est que, après avoir entendu les réactions furibondes de Jack Lang, disant qu'il ne fallait pas accepter la loi du Front National, etc., et puis la juive marocaine, ministre de l'Éducation dite nationale, Audrey Azoulay, scandalisée contre ce retour à l'ordre moral. Ce retour à l'ordre moral. Et puis Valls et Hollande les appuyant, Hollande disant que de toute façon il était prêt à fournir les effectifs de police pour imposer le chanteur à la fin de la commémoration de Verdun. Ouais, donc cette histoire n'est pas terminée, ils vont certainement... Oui, c'est le 29 qu'on le saura. Comme si les forces de police n'étaient pas déjà absolument dépassées, fatiguées, éreintées et furieuses. Ils vont envoyer encore des escadrons là-bas pour imposer leur chanteur rap. Mais le plus amusant, c'est pour ça que je disais que c'est tout de même drôle cette histoire-là, c'est que parmi les chansons rap, apparemment il y aurait quelques strophes un petit peu antisémites. Alors ce monde-là politique est en pleine contradiction. C'est ce que j'appelle les contradictions internes du système démocratique. Donc il y a une façon de voir, primaire de voir la chose, c'est un crachat à la face de la France et de ceux qui sont morts pour la défendre, mais en même temps, en soutenant le chanteur rap, ils soutiennent une certaine forme d'antisémitisme. C'est à mourir de rire. C'est comique, en effet. Comique. Oui. En avril dernier s'est tenu le banquet pour les 65 ans de Rivarol. Avez-vous des commentaires des participants? Oh que oui. Oh que oui. Alors ça a été par mail, par courrier, le courrier quand la poste achemine correctement les lettres, au téléphone, etc. J'ai eu une quantité de réactions, de descriptions de ce qui s'était passé, ce qui m'a permis d'ailleurs de faire l'éditorial de l'avant-dernier numéro de La Politique, ou le dernier. Mais ceux qui ont pris contact avec nous sont furieux, indignés, furieux, et je dirais que Jérôme Bourbon s'est tiré une balle dans le pied. Ça va, à mon avis, à terme, ça va lui coûter cher. Pourquoi sont-ils furieux? Pourquoi est-ce qu'ils sont furieux, les commentaires? Parce que ce sont des gens qui sont de bons nationalistes, et quand ils ont vu l'aéropage qui était convié, écoutez, un Le Pen, non mais c'est ça. C'est soit à hurler de rire, soit à hurler d'exaspération. Entre autres choses, Le Pen, qui à une certaine époque, pour se dédiaboliser déjà, avant même sa fille, disait et regrettait « Toute ma vie, j'ai traîné l'extrême droite comme un boulet ». Et ces imbéciles, cette majorité d'imbéciles qui étaient au banquet de Rivarol, l'ont applaudi, alors qu'ils se disent, eux, d'extrême droite. Oui. Il y en a qui aiment être cocus. Il y en a qui aiment être cocus, franchement.
Donc voilà, alors, ceux qui ont pris contact avec nous, évidemment, d'ailleurs beaucoup n'y étaient pas. Hein, il y en a qui y étaient, qui nous ont fait une très bonne description de ce qui s'était passé, qui étaient allés là par curiosité, déjà exaspérés de voir ce que c'était, mais pour voir ce qui allait se passer. Et on est en pleine incohérence. Alors l'Esquin, un journal dont le directeur, entre autres, et les autres collaborateurs, se disent nationalistes. Et puis Bourbon, qui, en plus de cela, se dit sédévacantistes, c'est-à-dire catholique, tradit, plus pur que pur que pur que pur. Il invite qui? Un républicain. Un républicain, déjà un Le Pen qui a une vie de bâton de chaise, glissons là-dessus. Libéral. Libéral, bien entendu, républicain, bien entendu, je parle de Le Pen. Quant à l'Esquin, bien entendu, on le sait encore plus, puisqu'il fait des déclarations maçonniques. Son histoire qu'il a publiée, son article qu'il avait publié et qu'il nie toujours avoir publié, puisqu'il a eu le culot de le mettre sur les réseaux sociaux, et je l'ai mis au défi d'un débat avec production de son article, aux yeux de tout le monde. Et l'Esquin qui vous dit que la France est née avec la Déclaration des droits de l'homme de 1789. C'est pas tout à fait une déclaration nationaliste. Alors même qu'il se dit nationaliste lui-même, nationaliste et libéral. Ah bon? Nationaliste. Mais est-ce que les mots ont encore un sens? C'est contradictoire. Absolument contradictoire. C'est antinomique. Et puis alors, ce malheureux, si j'ose dire, Chéric dit de Olmeta, au parcours maçonnique, et vous verrez justement ce que je sors de ce que je sais de lui sur son engagement maçonnique. Et voilà ce que un certain Jérôme Bourbon a invité avec les Benedetti, les André Gandillon et compagnie. Gandillon qui se félicitait que tout un chacun avait gommé ses différences. Ce sont des différences abyssales. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est dû à un manque de doctrine que c'est... Ça, ma chère, je vous laisse la responsabilité de votre déclaration. Ça me semble évident. Ils se disent nationalistes. C'est pas du nationalisme, ça, quand on accepte des choses contraires. Alors, ils croient qu'en faisant l'union avec des tendances contraires, ils vont créer une force. C'est une annulation de force qu'ils font là. C'est tout. Voilà. Et tout ça parce que, n'ayant pas réellement de troupes derrière eux, ils essayent de faire nombre en prenant tout et n'importe quoi. C'est tout. Voilà. Encore dernièrement, j'ai appris par un membre du Parti nationaliste français que Gandillon se félicitait que il avait invité Le Pen, il se félicitait que Le Pen avait accepté, et répondant à la question d'un des membres du PNL, il dit oui, mais ça nous permet d'avoir du monde à nos réunions. Donc voilà, il est prêt à passer sur tout ce que représente Le Pen, de trucs tordus qu'il a fait. L'histoire de l'extrême droite tirée comme un boulet, etc. Et puis je voudrais tout de même rappeler l'histoire de la cuvée de champagne pour barguer homosexuels. Il n'a jamais répondu là-dessus. Il n'a jamais poursuivi les journaux qui ont sorti l'information. Que ce soit aujourd'hui en France, le Quotidien de Paris, que ce soit le Canard enchaîné, ou que ce soit la politique, on en avait parlé à l'époque, M. Le Pen n'a jamais fait le moindre procès à ce sujet-là. Qu'il ne dit mot consent. Et puis rappelez-vous l'histoire aussi que j'ai sortie dans mon livre, Histoire d'une trahison. Invraisemblable quand même. Il prend comme parrain de sa fille Marine un proxénète notoire. Et le sédévacantiste et nationaliste Bourbon invite ça. Vous savez ce qu'on disait du prince de Talleyrand? Non, dites-moi. Attendez, j'ai un trou là. Est-ce que c'est à lui que ça s'adressait? Oui, je crois que c'est à lui que ça s'adressait. On disait de lui de la merde dans un bas de soie. J'avais déjà entendu cette réplique. Et donc ça s'applique à Le Pen également. Ça s'applique à tous ses invités. Il a invité des gens qui ne sont pas compatibles avec l'étiquette qu'il prétend défendre.
Pour en revenir sur le Parti nationaliste français, comment ce nouveau parti évolue-t-il, justement? Il évolue comme j'avais prévu, que je l'avais prévenu Candillon à l'époque. Il disait oui, vous avez raison, oui, vous avez raison. Et en fait, j'ai très bien compris qu'il laisse compter que je donnerai la consigne à nos adhérents, abonnés, etc., de rallier le Parti nationaliste français. Et je lui ai dit, mon cher ami, tant qu'il y aura des gens comme Benedetti qui apparaît à toutes vos conférences alors que vous me dites qu'il ne fait pas partie des cadres, je regrette beaucoup, on ne me donnera aucune consigne. Et on surveillera de plus en plus de près ce qui se passe. Voilà. Donc, comme quoi, là, il faut toujours être prudent en politique, comme en tout d'ailleurs. Pas se précipiter pour réagir. En parlant de prudence d'ailleurs, oui. Oui, non, en parlant de prudence, justement, Rivarol qui s'est laissé, et d'autres nationalistes d'ailleurs, se sont laissés duper par un groupe de musique occulte, les Brigandes. Ça alors, c'est magnifique. Bon, j'avoue que on a eu une petite faille dans la politique à ce sujet-là. On aurait dû en parler, faire carrément une étude à ce sujet-là dès le début. Bon, il faut dire qu'on a tellement de choses à traiter que... Au début, je me rappelle, mes collaborateurs et moi, on avait trouvé ça folklorique. On avait dès le début relevé cet aspect ésotérique curieux. Mais bon, c'était pas tellement appesanti. On avait, je me rappelle plus exactement les termes, mais je crois qu'on en avait parlé dans la politique à l'époque. Ça doit remonter facilement à 8 mois au moins. Mais on avait traité ça de façon anecdotique, en ridiculisant un petit peu la chose, mais sans porter. Et je regrette, on aurait dû faire un truc beaucoup plus sérieux. Mais à l'époque, on ne se doutait pas que ça allait prendre cette importance dans ces milieux dits nationalistes. Ils tombent dans tous les panneaux. Ils se font... je regrette beaucoup, cocufier à tour de bras, mais à croire qu'ils aiment ça. C'est pas croyable. Alors, les lamentations de Bourbon après avoir laissé chanter la gloire des Brigandes dans Rivarol par ce malheureux Thierry Bouzard. Thierry Bouzard, qui a été l'ancien rédacteur en chef de la revue de Maigret, de Bruno Maigret. Le Chêne. Non, je connais ancien rédacteur en chef. Bon, je ne vais pas trop charger ce garçon, mais ce sont des gens qui ne creusent pas les sujets. Ils s'emballent. Bon, visiblement, le truc d'ailleurs des Brigandes était très bien fait. Il faut le reconnaître. La musique était agréable, prenante. Il y avait des parties... pas mal ciblé dans les parties neutres, c'était bien fait. Il ne faut jamais mépriser l'ennemi. L'ennemi peut être intelligent, c'est ça qui le rend dangereux d'ailleurs. C'était donc bien fait. Mais ils ont vu ça comme ça, pourquoi n'ont-ils pas perçu ce que nous avions perçu? C'est parce qu'ils n'ont pas de culture politique, ou bien s'ils ont une certaine culture politique, prenez l'histoire de la maçonnerie, du complot. Pourquoi croyez-vous que nous sommes pratiquement les seuls, dans la politique, dans mes entretiens et conférences, à marteler constamment sur le complot judéo-maçonnique? Ces milieux-là, mais ça les dérange d'en parler. Donc, ils ne pichent pas. Quand on peut déceler le petit élément qui montre qu'il y a anguille sous roche, ils ne le voient pas. Ou bien ils ne veulent pas le voir. Je ne sais pas. Mais voilà. Alors, dans cette histoire-là, ils se sont ridiculisés, une fois de plus. Mais visiblement, ils se sont aperçus du côté occulte des Brigandes lorsqu'elles ont fait une musique sur les jésuites. Oui. Question, pourquoi les jésuites souffrent-ils d'une mauvaise image et souvent d'une assimilation au nouvel ordre mondial? Alors, c'est très intéressant. Première constatation. Les jésuites ont toujours été persécutés par les pouvoirs maçonniques. En France, ça a commencé sous Louis XV avec Choiseul. Au Portugal avec le marquis de Pombal. Curieux quand même.
Et alors, il me revient périodiquement par différents correspondants, parce que ce qu'on reçoit comme courrier, c'est l'impression, il y a tout et le contraire de tout. Qui me disent, ah oui, mais oui, les jésuites sont à l'origine du complot mondialiste, etc., etc. Alors quand on les pousse un petit peu dans leur retranchement, ce que l'on fait bien entendu, on s'aperçoit qu'en fait ils se basent sur un fait historique. C'est que, comme très souvent, et c'est toujours le cas d'ailleurs, quand certains juifs veulent infiltrer la société chrétienne, ils se convertissent. Alors en général, ils commencent par se convertir au protestantisme, ce qui permet, quand ils se convertissent au christianisme, sur les papiers, origine religieuse protestante, et non pas juif. Ouais. C'est plus discret. Plus discret, c'est discret, c'est discret. Et il se trouve que Adam Weishaupt, le fondateur des Illuminés de Bavière, s'est converti et a été élève des jésuites. Et donc vous voyez le point de départ, c'est ça. Donc c'est le type même du faux syllogisme, comme il a été élève des jésuites, donc les jésuites sont à l'origine des complots mondialistes. Et donc, il a eu une éducation jésuite, d'ailleurs le nombre de francs-maçons qui ont été dans des écoles catholiques, qui connaissent peut-être encore mieux que certains catholiques l'enseignement catholique pour pouvoir l'attaquer, c'est pas une preuve qu'il ait été jésuite. Il l'a fait parce qu'il voulait savoir ce que c'était que cette entreprise d'éducation de la jeunesse. Je suis un ancien des jésuites. Donc je suis un mondialiste. Hein, ça se voit. Ça se voit. Et donc voilà. Et puis on pense à l'abbé Baruel, c'était un jésuite. Baruel, alors justement l'abbé Baruel, qui n'était pas d'ailleurs jésuite du tout. Ah non, il était pas mais jésuite. non, à ma connaissance, je crois pas. Tiens. Il me semblait. Bon, Mais peu importe, mais l'intérêt de l'abbé Baruel, jésuite ou pas jésuite, c'est que c'est lui qui a rendu public les documents saisis par la police du grand électeur de Bavière sur un nommé Lang, qui était un affilié de la secte des Illuminés de Bavière. Et qui, donc c'était un messager qui un jour était sur la route, était tombé foudroyé. Et dans ses poches, on avait trouvé toute une correspondance qui avait été rendue publique et que Baruel a utilisé dans son livre fondamental qui s'appelle Mémoire pour l'histoire du jacobinisme. Donc voilà, pour répondre à votre question, pourquoi est-ce que les jésuites sont attaqués en disant qu'ils sont à l'origine de... C'est tout simplement se basant sur le fait que Weishaupt a été élève des jésuites. D'accord. Quel regard portez-vous sur Boris Lelay, condamné à 2 ans de prison pour incitation à la haine raciale ? Il l'a cherché. Alors Lelay, j'avoue qu'au début, il était sympathique, il faisait des analyses pas mal du tout. Tout de même, une chose qui m'a toujours dérangé, c'est qu'il était fanatiquement séparatiste breton. Or, je regrette beaucoup qu'il soit breton, basque ou autre, ces gens-là ne se rendent pas compte qu'ils font le jeu du mondialisme, puisque le jeu du mondialisme, c'est de créer des régions au détriment de la nation. Fragmenter, pour avoir des partis plus faibles face à eux. Ça, c'est la démarche mondialiste. Ça, apparemment, il ne l'avait pas pigé. Deuxièmement, nous avons, en tout cas nous, avec mes amis, constaté tout de même une certaine évolution dans son discours. Alors qu'au début, il faisait des analyses très, très justes sur le mondialisme, progressivement, ce discours s'est mué en anti-islamisme primaire. Alors, je veux bien croire que le spectacle d'un peu trop de musulmans chez nous est dérangeant, tout à fait d'accord, mais c'est pas comme ça qu'on va régler le problème. Donc, il a été condamné dernièrement pour un jeu racial, parce que là, finalement, il n'y a pas à aller avec le dos de la cuillère. Et je ne suis pas d'accord, parce que pas plus que le christianisme n'est monolithique. L'islam non plus. L'islam encore moins.
quand on voit, ils sont en pleine guerre de religion, comme nous l'avons été avec les protestants, et c'est pas terminé d'ailleurs. Elle n'est plus violente, sanglante comme elle l'a été, mais il y a toujours l'opposition. Donc c'est vraiment, je dirais, une méconnaissance assez primaire de ce qu'est l'islam réellement. Parce que mettre les sunnites et les chiites sur le même plan, en plus de ça, les wahhabites à la sauce saoudienne, c'est tout de même assez primaire. Donc, je regrette pour lui qu'il ait été, mais bon, il a récolté ce qu'il a semé. Bon, on peut quand même constater Enfin, dire que ces 2 ans de prison, c'est tout de même beaucoup comparé à... Ah, mais bien entendu, mais c'est évident. Ben, si quelqu'un se met à dire pique-pente du christianisme, il lui arrive à rien. Non. C'est évident, mais c'est là que c'est scandaleux. Bon, le problème, c'est qu'il faut connaître l'adversaire. Quand on se bat, il faut connaître d'abord l'adversaire, savoir comment il va réagir. Et là, en l'occurrence, c'est pas forcément l'islam. Et c'est pas forcément l'islam. Écoutez, quand même, quand on voit comment les chiites, les chiites sont matraqués à travers le monde, que ce soit en Irak, en Syrie, notamment, par le mondialisme, il y a les Américains, la Turquie et Israël, bien entendu, il doit y avoir une raison quand même. Et d'ailleurs, ce sont des régimes qui ont toujours protégé les minorités religieuses, que ce soit en Irak ou en Syrie. Pouvez-vous expliquer les différents courants existant au sein des royalistes, légitimistes, orléanistes, providentialistes? Bon, alors là, je crois que vous mélangez tout de même des choses différentes. Je sais pas si vraiment un courant. Bon, alors, la question aussi, la différence entre orléanistes et légitimistes, ça, effectivement, il y a... C'est une chose bien circonscrite. Par contre, je ne vois pas pourquoi l'allusion aux providentialistes. Alors bon, dans la mesure peut-être où Pierre Hillard est monarchiste et providentialiste. Ça oui, mais enfin là c'est un petit peu mélanger les choses. Donc je vais répondre surtout sur la différence, ça va être vite fait, entre orléanistes et légitimistes. Les orléanistes, comme le nom l'indique, ce sont les descendants des Orléans, donc de Philippe Égalité, duc d'Orléans, qui a voté la mort de son cousin Louis XVI pour pouvoir prendre sa place. Et qui sont restés toujours dans la ligne de la... En fait, ce sont des partisans du parlementarisme à l'anglaise. C'est Montesquieu. D'accord. C'est Montesquieu. Alors que les légitimistes, eux, par contre, c'est tout de même la France, la monarchie de droit divin. La monarchie de droit divin, ça ne se mélange pas avec le parlementarisme à l'anglaise. Ça ne colle pas. Le problème, et ça c'est tout le problème des partisans du système monarchique, moi je suis partisan du système monarchique, parce qu'il est évidemment beaucoup plus sain que ce soit une famille qui soit investie des intérêts du pays qu'elle est censée représenter à la lumière des lois divines, qui doit les canaliser, auxquelles ils doivent obéir, donc c'est un guide, plutôt que des républiques qui changent, qui sont irresponsables. On est déjà la 5e, par exemple, république. 5e, toutes les républiques, toutes, qui sont irresponsables de tous les dégâts qu'elles ont pu faire. Donc voilà la grande différence entre orléaniste et légitimiste, c'est ça. Alors le problème, c'est que les deux prétendants connus, orléanistes, ils tiennent pas la route. Quand on voit leurs déclarations, ils sont... T'as celui qui sera le plus démocrate. Je regrette beaucoup, non? Si c'est pour être démocrate, un président de la République, ça fait l'affaire aussi. Donc Louis XX non plus, c'est ça? Louis XX non plus, c'est invraisemblable. Je connais des fanatiques partisans de Louis XX qui m'invitent d'ailleurs régulièrement à des conférences. Et dès le début, je leur avais dit, comptez pas sur moi pour faire la publicité de Louis XX, compte tenu de ces... Bon, ils m'invitaient quand même, c'était gentil, et dernièrement, ils m'ont dit, mais c'est plus possible, on ne peut pas le suivre. Ah, ils ont changé. Ah, ils ont changé. Ouais. Donc,
on peut et on doit être partisan du système monarchique, mais bien entendu de la monarchie de droit divin. Mais donc qui? C'est ça la question. Ben voilà, c'est la question. Et c'est pour ça qu'en... C'est la question, mais pourquoi les partisans de la monarchie, quels qu'ils soient, veulent-ils enfermer le problème monarchique entre deux individus qui ont, paraît-il, par les liens de sang, je ne veux pas rentrer dans les détails de succession, auraient droit à occuper le trône. Écapé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été une rupture. C'était une rupture parce qu'à un moment donné, devant la faiblesse de la succession monarchique, il y a un préfet de palais, c'était son titre, préfet de palais, Capet, qui a dit, bon, maintenant ça suffit. C'est moi, et vous allez obéir. À mon avis, c'est comme ça que ça se terminera un jour, s'il doit y avoir une restauration. Et donc c'est pas à ce moment-là qu'on rejoint les providentialistes qui disent, bon, bah, on verra, c'est la providence qui va... Aide-toi et le ciel t'aidera. Oui, certes. Parce que c'est trop facile. Hein, on attend que le cheval blanc descende du ciel avec le prétendant. Aide-toi et le ciel t'aidera. Très bien. Question suivante. Qui est côté religion. Avez-vous un commentaire sur la visite de Bernie Sanders au Vatican? Ce malheureux pape François, il n'en ratera pas une. Bon, alors, à la limite, s'il n'y avait pas tout le passif qu'il traîne derrière lui, déjà depuis le peu de temps où il est sur le trône de pierre, on dirait, bon, accueillir quelqu'un qui est totalement hostile, pourquoi pas, on peut toujours essayer de le convertir. Le problème, c'est qui convertit qui? Oui, en plus. C'est ça le problème. Bernie Sanders est juif. Alors Bernie Sanders est juif, sensibilité communiste, il est pour l'avortement, il est pour le LGBT et compagnie, etc., etc., etc. Alors il faut tout de même être cohérent, ou bien la papauté représente un certain nombre de principes, que jusqu'à ces derniers temps, moi jusqu'à Vatican II, ça a été le cas, avec les hauts et les bas de l'Église quand même, parce que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, le christianisme, hein, depuis ses débuts. Et puis un pape maintenant qui a l'air d'être plus préoccupé que les médias parlent de lui, et qui pour ce faire fait des déclarations qui vont dans le sens de ce qu'attendent les médias et ceux qui sont derrière les médias, bien entendu. Notamment avec sa possibilité envisagée d'ouvrir le diaconat aux femmes. C'est tout et n'importe quoi, là aussi. C'est une des vieilles marottes des modernistes. C'est ouvrir la prêtrise aux femmes. Ben, écoutez, ou bien le problème de l'Église catholique, c'est une religion dogmatique. Personne n'est obligé d'y adhérer. Mais si on se dit catholique, ipso facto, on doit respecter ses dogmes. C'est pas une religion évolutive. C'est une religion basée sur le dogme. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, elle a tout de même survécu. Regardez les divisions des protestants, c'est invraisemblable. Ils se sont divisés entre eux, mais c'est impressionnant. Il y a le bouquin, l'étude remarquable de Bossuet sur les sectes, les multiples sectes protestantes. C'est devenu des sectes. Quel sera selon vous, question internationale, quel sera selon vous l'avenir du Brésil après la destitution de sa présidente Dilma Rousseff? Alors là, je vais reprendre un petit texte que j'ai trouvé tout dernièrement. Où est-ce que j'ai mis ça? Parce que vraiment, merci de la question, Diane. Très bonne question. Très bonne question. Alors, est-ce que j'ai ça dans mes petites notes? Voilà. Alors, bon, je vais pas chanter la louange de Dilma Rousseff. Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans tout ce dont on l'accuse? Bon, certainement pas Blanc-Neige.
Bon, mais alors les autres en face, c'est pas triste. Donc, il y a un véritable complot, d'ailleurs, c'est ce qu'elle clame, c'est un véritable complot, et je suis tout à fait d'accord. C'est une révolution orange, comme on dit, hein, comme il y a eu en Géorgie, comme il y a eu en Ukraine, etc., comme ils essayent périodiquement de susciter en Russie, comme ils essayent dans les pays d'Europe centrale actuellement, toujours déstabiliser pour affaiblir la Russie de Poutine. Or, pour les États-Unis, et le mondialisme donc, ce qui les dérange dans le Brésil actuellement, c'est que le Brésil est un élément important de ce qu'on appelle les BRICS, c'est-à-dire cette association économique et aussi militaire, pour certains, des pays, d'où les initiales, Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud. Les BRICS. Et depuis à peu près un an, c'était suite à une réunion qui a eu lieu dans la ville brésilienne de Recife, les pays du BRICS se sont mis d'accord pour que les échanges économiques, et notamment les transactions sur le pétrole, se fassent hors dollar. Donc c'est la mort à terme du dollar comme monnaie de référence. Et avec la Chine, évidemment, dans le jeu, ça va peser très lourd. Et je pense qu'à terme, et la Russie, et la Chine, et les pays qui se mettent tout autour d'eux, on va arriver probablement à un retour à l'étalon or. Ce jour-là, ça fera très 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 mal, non seulement au dollar, mais à la haute finance, vous voyez de qui je parle. D'où l'inquiétude des États-Unis. D'où la volonté de déstabiliser un membre des BRICS, qui est le Brésil. Mais là où c'est intéressant, c'est cette information, c'est que pas plus tôt Dilma Rousseff destituée, d'ailleurs elle n'est destituée que pour 6 mois je crois, parce qu'on va examiner, donc c'est pas définitif. Le nouveau président de la Banque centrale du Brésil est l'Israélien, pas juif, l'Israélien Ilan Goldfein de Haïfa, qui a été nommé le 16 mai président de la Banque centrale du Brésil. Il n'est même pas brésilien. Oui, c'est ce que j'allais dire. Même pas brésilien. Il n'y a pas la double nationalité. Il n'a pas la double nationalité. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, c'est la prise en main du Brésil par la finance juive. Bien sûr. Alors comment pensez-vous Quelle meilleure démonstration voulez-vous? Il n'y a pas de complot, bien entendu. Hein? Comment, à votre avis, Poutine et les BRICS vont-ils réagir? Enfin, les BRICS sans le... Ah, mais ça, il ne faut pas s'attendre nécessairement à une réaction rapide de Poutine. Poutine, et ça je l'approuve tout à fait dans cette démarche, étudie l'échiquier. Il réfléchit. Il voit sur quelle force il peut s'appuyer, et puis à un moment donné, il sort un truc auquel, en général, personne ne s'attend. Et rappelez-vous, ma conférence sur Poutine, le grain de sable dans la machinerie du nouvel ordre mondial, et Poutine a 2 caractéristiques qui me plaisent parce que j'ai pratiqué les 2 choses, certainement pas au même niveau que lui en tout cas, mais qui m'ont parfaitement, je dirais, formé et qui me permettent de comprendre sa tactique. C'est le judo et les échecs. Donc, complémentaire. C'est complémentaire. D'une part, le judo, je me répète, mais je crois que c'est toujours bon à faire savoir. Le judo, c'est quoi? C'est utiliser la force de l'adversaire pour le faire tomber. Vous devriez faire du judo. Ou du karaté, si vous préférez. Dans les temps qui courent dans les rues, aujourd'hui, c'est préférable. Et les échecs, c'est quoi? C'est éventuellement sacrifier un pion, même un pion majeur, sur lequel va se précipiter justement l'adversaire, sans se rendre compte qu'en prenant ce pion que l'on sacrifie volontairement, il se met échec et mat.
Ce sont deux philosophies, mais qui traduisent parfaitement la façon d'agir de Poutine, et que, je dis modestement, si j'étais au pouvoir, j'appliquerais. Il ne faut jamais réagir à chaud. Il faut toujours étudier, tiens, il y a cette situation, où est-ce qu'elle va mener éventuellement? Est-ce qu'on peut retourner la situation? Si on peut la retourner, comment va-t-on le faire? Calculer, réfléchir. C'est porteur, quoi. Enfin, c'est porteur, donc attendons de voir, mais il va y avoir certainement des suites à la suite de la destitution de Dilma Rousseff. Ou alors, c'est un petit peu ce qui s'était passé d'ailleurs en Ukraine, c'est qu'avant la révolution de Maïdan, l'ancien président qui était, comme il s'appelait déjà, Yakunovitch, un truc dans ce goût-là, était un personnage qui avait un petit peu abusé des finances publiques. Apparemment quand même allié de la Russie, mais Poutine l'a laissé tomber. Curieusement, il a laissé faire. Je ne sais pas pourquoi il a laissé faire comme ça. Mais là encore, moi, l'impression qu'il me donne dans cette affaire d'Ukraine, c'est qu'il laisse pourrir la situation. Parce qu'il va y avoir une insurrection en Ukraine dans pas longtemps, tel que l'Ukraine est en train de plonger sur tous les plans économiques, sécurité, etc. C'est invraisemblable. Donc là encore, on s'est dit, tiens, pourquoi est-ce que Poutine a laissé faire? Il a laissé faire peut-être parce qu'il n'avait pas d'homme sous la main capable d'assumer la situation. Et il s'est dit, bon d'accord, ils veulent faire cette expérience-là, faites-la, on verra. D'ailleurs, pour continuer sur l'Ukraine et la Russie, l'Eurovision a été une nouvelle occasion de l'Occident sioniste pour tacler la Russie. Pensez-vous de la victoire du représentant ukrainien? Alors, justement, c'est intéressant. Si vous allez sur Internet, quand j'ai vu cette histoire-là, je me suis dit, tiens, je vais tout de même aller voir le pourquoi de la chose. C'est évident, première réaction, évidemment, c'est pour embêter les Russes, pour les humilier. Et alors, chose intéressante, c'est que quand on compare le vote du jury par rapport au vote instantané du public, mais c'est effroyable. C'est la Russie qui l'a emporté haut la main. Et même les votants ukrainiens ont donné la première place aux candidats russes. Alors comment ça se fait qu'au final, parce que c'est... Mais parce que le jury est acquis. Le jury est acquis, voyons. Ça a été un vote politique. Ils ne prennent pas en compte le... Ah, pas du tout, voyons. Quand est-ce que vous croyez que ceux qui tiennent la démocratie tiennent compte de l'opinion du peuple? C'est vrai. Obama menace le Royaume-Uni de conséquences commerciales en cas de Brexit. Quel rôle jouent les États-Unis dans cette affaire? Les États-Unis, en tant que bras armé du mondialisme, ont besoin de l'Europe. Parce que l'Europe, comme disait Jean Monnet à l'époque, ça remonte déjà, c'était au départ de la construction européenne, il disait que la construction européenne était une étape vers autre chose qui était la gouvernance mondiale. Donc les Américains ont besoin que l'Europe continue à prospérer, si on peut dire, à exister en tout cas. Il est évident que si l'Angleterre s'en retire, il y a tout de même un certain nombre de pays européens qui n'appartiennent pas à la communauté européenne et qui ne sont pas plus mal, bien au contraire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les Anglais se disent, mais pourquoi? Et pourtant les Anglais ont un statut préférentiel au sein de l'Europe, que la France n'a même pas. Bon. Donc, l'histoire par exemple, des Panama Papers, qui ont révélé que, entre autres, un certain David Cameron, son père, et même lui, avait eu des parts dans certains fonds placés au Panama. Vous aviez parlé de dommages collatéraux. J'avais parlé justement de dommages collatéraux, mais était-ce tellement un dommage collatéral ou bien une mise en garde à Cameron d'un marché droit? Parce qu'en fait, bon, Cameron, il faut savoir ce que c'est. C'est un clone de Sarkozy. C'est aussi d'origine juive. Il faut le savoir. Cameron est tout de même confronté à un ras-le-bol des Anglais face à la communauté européenne. Et
il estimait que pour essayer de se dédouaner, pas avoir à trancher lui-même, il allait faire trancher par référendum par les Anglais. Ça, c'est ça qui a déplu aux Américains et à ce qu'il y a derrière les Américains. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Entendu. Que pensez-vous de cette lutte internationale contre la corruption dont le sommet s'est tenu à Londres? Good joke. C'est se moquer du monde, c'est de la poudre aux yeux. Ils se foutent du monde, mais ils ont un culot, mais c'est pas permis. Alors que tous ces pouvoirs qui participent à ce genre de comédie, et on sait très bien que le gouvernant sont les trafiquants de... Autrefois on attaquait les diligences, aujourd'hui ce sont les banques qui attaquent le bon peuple. Vous passez un niveau au-dessus. Avez-vous un commentaire concernant le nouveau maire de Londres? Ah ben ça c'est du pragmatisme. Les Anglais se sont laissés envahir par l'immigration pakistanaise et autres, enfin, de leur ex-empire, comme nous. Résultat. Alors ce qui a tout de même d'assez extraordinaire, c'est que cette malheureuse Angleterre n'est trouvée comme candidat pour le poste de maire de Londres qu'un musulman ou un juif. Et le juif, c'était pas n'importe qui, fanatique d'Israël d'une part, et le fils de comment s'appelait le prénom de son père, c'est un Goldschmidt aussi, et qui a été une des chevilles ouvrières de l'évolution de la communauté européenne en faveur d'Israël, bien qu'il y ait tout de même des choses qui se passent à l'intérieur de la communauté européenne. Il y a des pays qui réchignent très fort contre Israël du fait de la politique inhumaine d'Israël dans les territoires palestiniens. C'est bien qu'en fait tout ça c'est une situation mouvante, comme les sables mouvants, et ça va faire des victimes. Et est-ce qu'il n'y a pas un parti nationaliste ou un regain de nationalisme? Oui, alors il y a incontestablement, mais vous savez, par exemple, je ne sais pas si vous allez me poser une question là-dessus, c'est comme en Autriche, cette brusque poussée du FPÖ, c'est-à-dire le Freie Partei Österreich. Norbert Hofer. Voilà, exactement. Bien souvent, et c'est ce qu'on constate avec beaucoup de mouvements dits populistes, parce qu'ils n'osent pas et ne veulent pas se dire nationalistes, parce qu'ils ne le sont pas, on découvre très rapidement que finalement ils sont très pro-israéliens. Donc nous, on ne s'excite pas avec ça. Bon, s'il arrive président de la République, pourquoi pas, tant mieux, mais attendons de voir venir quelle va être sa politique. Alors, pour répondre à votre question sur les candidats dits de droite en Angleterre, je crois que le problème, c'est qu'ils ne pèsent pas le poids. C'est tout. Et puis, il ne faut pas oublier aussi le poids médiatique en Angleterre comme chez nous, pour pouvoir émerger contre cette machinerie à déformer l'esprit des citoyens. Le point de l'information. Pas facile. Pas facile. Donc oui, ma question suivante était donc sur Norbert Hofer et que vous inspirez cette victoire. Je répète ce que j'ai dit, tant mieux, mais attendons de voir quelle va être réellement sa politique. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans l'histoire, c'est que ça traduit tout de même un ras-le-bol des Autrichiens. C'est ça qui est intéressant. La même réflexion que pour le triomphe de Trump. Trump, moi je ne le considère pas du tout comme un ami, loin de là, c'est un personnage dangereux à tout point de vue. Et donc c'est la réaction des Autrichiens qui est intéressante. Après, on verra quelle va être réellement la politique du candidat du FPO s'il arrive au pouvoir, s'il est élu président de la République. Donc on verra. Oui, Tansi. Oui. Donc cette fois-ci, au sujet de Bachar el-Assad, son parti a remporté les élections. Que vous inspire cette victoire? Ça me semble assez évident que les Syriens qui sont sur place savent très bien ce que représente Bachar el-Assad, contrairement à toute la propagande faite contre lui. C'est le seul barrage contre la barbarie islamique chiite et wahhabite du coin. Sunnite et wahhabite du coin.
D'après le Financial Times, l'Arabie Saoudite revendique la création de l'État islamique. Pourquoi une telle déclaration? C'est connexe à la question précédente, justement, c'est que c'est compatible du fait de leur wahhabisme. Donc l'État islamique, pour eux, disons que c'est leur bras armé pour imposer. Il y a une ambition planétaire de l'Arabie Saoudite, à l'abri des ressources pétrolières. Mais là, ils avouent être l'auteur de l'État islamique. Ah, mais c'est un des alliés de l'État, l'Arabie Saoudite. Il n'y a qu'à voir, la guerre déclarée au Yémen, par l'Arabie Saoudite, aidée par Israël, aidée par la Turquie, et aidée bien entendu par les États-Unis. Non, mais l'avenir du monde se joue au Moyen-Orient actuellement. Oui. Et justement, c'est ça qui rend les Américains et les alliés des Américains jusqu'à Israël furieux, c'est que Poutine, en envoyant son aviation là-bas, a mis un terme provisoire, en tout cas pour l'instant, à cette démarche d'atomisation des pays du Moyen-Orient au bénéfice du Grand Israël. C'est ça qui est derrière. Quel est l'avantage géostratégique du Golan pour Israël, qui d'ailleurs vient de rappeler sa primauté sur cette région? Primauté? Vous voulez rire? C'est ce qu'ils ont dit. Il n'y a jamais eu d'État d'Israël dans l'Antiquité. Ça a toujours été un peuple de nomades. Ils n'ont aucune primauté. La primauté des massacres qu'ils faisaient, ils lisaient la Bible. Hein? Comme ils se sont comportés. Il faudra d'ailleurs que je revienne un jour, peut-être dans le prochain, non pas le prochain, mais le numéro de la rentrée, ou juillet-août. Oui, peut-être, je vais faire quelque chose, une étude sur les Khazars. Parce que je commence à en avoir marre d'entendre dire il n'y a plus de juifs, il n'y a que des Khazars. Pas rigoler. Donc il n'y a pas de formation, il n'y a plus de juifs. Tout va bien. Et pour continuer sur ce problème du Moyen-Orient et de l'État d'Israël, comment est-ce que vous poseriez une solution? Parce que certains, donc, ceux qui se disent nationalistes, trouveraient une solution en défendant Israël. Et vous voyez ce que je veux dire? Je vois Ils sont très bien. pro-israéliens pour encore une bonne question. Défendre comme une bonne question embarrassante. Très bien. Donc est-ce qu'il faut raser Israël de la carte ou est-ce que... Alors justement, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a certains juifs qui ne sont pas pour l'État d'Israël. Parce que avoir un État d'Israël, c'est risquer un jour que les pays qui auraient ras-le-bol l'omniprésence de certains juifs chez eux, leur disent écoutez, vous avez un pays, allez là-bas. Bon, nous en tant que nationalistes, c'est évident, double nationalité, terminé. Vous êtes pour Israël, très bien, vous avez un pays, allez-y. Donc, je vais certainement surprendre beaucoup de monde, bien que je l'ai déjà dit. Nous sommes pour l'État d'Israël. Justement pour avoir la possibilité de... Vous jouez le double jeu, il n'y a pas de double jeu possible. Vous voulez dans la logique du vous voulez défendre Israël? Eh bien, vous allez en Israël faire joujou là-bas. Mais il faut que dans le même temps, on empêche Israël de massacrer comme ils le font progressivement les Palestiniens. Et pour cela, il n'y a qu'une seule solution. Il faut que les États-Unis cessent de soutenir quoi que Israël fasse ce pays. Donc c'est un problème d'équilibre régional à trouver. Je comprends parfaitement, et c'est normal, que certains juifs se disent mais on veut retrouver des racines nationales qui n'ont pas vraiment eu. Parce que tout de même, le judaïsme, c'est quelque chose de très particulier. Ce sont des apatrides. Quoi. Ce sont des apatrides. Le juif errant, je ne suis pas écrit ça par hasard. Pourtant, il était pro-juif. Mais c'est une constatation. Ça a toujours été des errants qui ont emmerdé tout le monde depuis la création du monde. Donc, avoir un État d'Israël, c'est incontestablement une possibilité de solution. Mais il faut que ce soit encadré de façon à ce que les populations des alentours n'aient pas à subir des massacres comme ils sont très capables de le faire et qu'ils l'ont démontré à travers la Bible. Voilà.
Comment interprétez-vous le déploiement d'un bouclier antimissile en Roumanie par l'OTAN? Ah ben c'est toujours la même chose. On est en train de nous dire que le grand danger du XXIe siècle, c'est la Russie de Poutine, etc. etc. Donc Poutine va déclarer la guerre au monde, etc. Donc il faut se protéger, etc. etc. Je voyais tout dernièrement que des blindés allemands étaient à 150 km de Saint-Pétersbourg. Oui. Ce sont des vents en guerre. Ils veulent la Troisième Guerre mondiale. Pourquoi? On en a parlé tout à l'heure incidemment, façon de parler. C'est que se rendant compte que par l'action de Poutine au travers des BRICS et d'autres de ses alliés, progressivement, la mainmise des États-Unis sur le monde était en train de décliner. Et qu'à terme, les États-Unis risquent d'imploser, parce qu'ils ont eux-mêmes leurs problèmes à l'intérieur. Le Texas est quasiment séparatiste. Faut oublier ça. Du coup, pour éviter un conflit interne, il voudrait peut-être développer une guerre en Europe. Exactement. Ceux qui gouvernent le monde, quand ils ont un problème, déclenchent une guerre mondiale. D'abord parce que les guerres et les révolutions et les assassinats ont toujours été des moyens pour avancer vers leur but final, étape par étape. Et que peut-on dire du référendum qu'organise l'Ossétie du Sud pour son ralliement à la Russie? Alors, je ne dirais pas ralliement, son rattachement. Son rattachement, oui. Rattachement, là aussi, encore une fois, la tactique de Poutine. Je vais faire un petit rappel. D'abord, il y a eu la révolution orange en Géorgie, qui a amené au pouvoir un certain Saakashvili, juif. Donc, bénéfice des États-Unis, bien entendu, de l'américano-sionisme, si vous préférez. Et puis, le personnage se croyant intouchable, avec le parapluie d'Israël et des États-Unis, a cru bon de vouloir faire de main basse sur certains territoires autour de la Géorgie, dont l'Ossétie du Sud et du Nord, et l'Abkhazie. Vous voyez ces troupes, il y a eu des bombardements épouvantables. Et puis là, c'est curieux, j'en parle d'ailleurs dans mon livre Le complot mondialiste. Il y a un chapitre qui est consacré à ça. Et puis, là, encore une fois, Poutine ne réagit pas au début. Il laisse les armées géorgiennes envahir ces pays-là. Et puis, après les bombardements épouvantables faits sur certaines villes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie, il envoie ses troupes. Et ça a été vite réglé. Et ce qu'il y a de très intéressant de voir, c'est que le nombre de conseillers militaires israéliens qui étaient dans l'armée géorgienne se sont empressés de retourner en Israël. Ce qui montre bien que la Géorgie de Saakashvili était une création israélienne avec le parapluie américain. Donc, problème géorgien, neutralisé. Et là encore, c'est curieux de la tactique de Poutine. Il n'est pas allé plus loin, il n'a pas cherché à renverser. Il a dit, toi mon petit bonhomme, tu restes dans ton coin, tu me fous la paix. Bon. Il a fini par tomber quand même. Saakashvili, à tel point que Saakashvili a été récupéré par les révolutionnaires de Maïdan en Ukraine, qui en a fait le responsable de la province de Odessa, je crois, un truc dans ce goût-là. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, je suis sûr que c'est une des provinces de l'Ukraine. Donc, ils ont là, encore un exemple. Saakashvili n'est pas ukrainien. Eh bien, on va chercher un juif géorgien pour le mettre à la tête d'une région d'Ukraine. Donc, c'est interchangeable. Voilà, c'est extraordinaire. Puis après, il ira en Brésil. Il ira au Brésil, exactement. Bravo, Diane. Donc voilà, mais c'est à mourir de rire quand on voit ça, ou d'exaspération. Mais il n'y a pas de complot.
BHL soutient le parti indépendantiste kabyle, le MAK. Pourquoi cette volonté de déstabiliser l'Algérie? Enfin, vous savez un peu. Je crois que votre question a la réponse. Oui, voilà. Hein, je crois. Hein. Eh bien, Bernard-Henri Lévy, après avoir fait le beau travail qu'il a fait avec son copain Sarkozy, Cameron et Obama en Libye, est toujours la même chose. C'est atomiser les pays de façon que ça ne constitue pas une force capable à s'opposer au plan mondialiste. Ça s'appelle diviser pour régner. Oui, Bonne vieille formule, diviser pour régner. On va terminer avec quelques questions historiques. Le 21 mai 1539, François Ier introduit la loterie en France. Que pensez-vous du loto et de son organisme, la Française des Jeux? Ah, ça c'est pas bête comme question. Inhabituel. Inhabituel. Alors, bon, premier jet, je vous dirais que je suis contre. Bon. Toujours la même chose. Contre, d'accord. Mais réfléchissons d'abord un petit peu. Contre le fait qu'il n'est pas normal que certains individus, uniquement par l'effet de la chance, puissent gagner des fortunes sans avoir travaillé. C'est pas normal. Bon. Et je vais faire une comparaison qui va surprendre avec le problème de la prostitution. Intéressant. Le problème du jeu, de toute façon, il y aura toujours des structures clandestines ou des tripots, ça existera toujours. Et comme pour la prostitution, il est préférable que ce soit encadré. Alors, que l'État s'occupe de ces jeux, et je comprends très bien François Ier là-dessus, justement, si par l'État le jeu est organisé et puisse ramener de l'argent qui partirait dans des poches d'individus privés, et bien plus malhonnête certainement, mais que cela permette à l'État de financer des choses en faveur des plus défavorisés, tout à fait d'accord. D'ailleurs, rappelez-vous l'histoire de la vignette qui était faite, pour les voitures, oui, la vignette des voitures qui était faite justement pour les c'était quoi déjà? Personnes âgées, non? C'était pour les personnes âgées, exactement, c'était pour les personnes âgées. Ben, bien entendu, maintenant ça sert à autre chose. Eh bien, voilà, donc, finalement, alors que premier réflexe, c'est pas bien que certains gagnent de l'argent sans avoir travaillé, oui, mais la nature humaine étant telle, il vaut mieux que ce soit encadré. Et c'est pour ça que je fais la comparaison qui pourrait paraître surprenante avec le problème de la prostitution. Des maisons Et d'ailleurs, je vais faire moi je crois que je vous l'ai déjà raconté, mais enfin ceux qui nous écoutent ne le savent pas. Et lors de mon examen de bactériologie, je me suis fait péter par mon examinateur parce qu'il me pose la question suivante à propos de la syphilis, maladie sexuellement transmissible, etc. Et il me demande quelle est votre position sur la prostitution. Et je lui réponds la même position que Saint-Louis. Il me regarde comme ça. Étonné. Précisez votre pensée. Je dis, ben oui, de toute façon, la nature humaine est comme ça. Mais là aussi, il vaut mieux que ce soit fait dans des maisons surveillées, plutôt que la prostitution sauvage avec des proxénètes, etc., etc. Alors que dans des bordels, on peut surveiller la santé des prostituées, les mettre à l'abri des proxénètes, etc. Donc voilà. Il y a la vertu, soit pour le jeu ou la prostitution. Et puis il y a la nature humaine. Il ne faut jamais oublier la nature humaine. On ne fait pas des lois comme ça, béates de bonnes. Vous connaissez la formule « qui fait l'ange fait la bête ». Ben c'est ça. Hein, à force de vouloir être parfait, c'est pas bien ceci, c'est pas bien cela. Oui, mais les choses sont pas aussi simples que ça. Il y a une vertu de tempérance d'ailleurs, ou quelque chose comme ça. Une vertu de prudence.
À propos d'histoire, ainsi que... à propos d'histoire, que pensez-vous des dernières déclarations pour le moins surprenantes d'Henri de Lesquen sur les réseaux sociaux? Alors là, ça touchait la Shoah. c'est invraisemblable. C'est absolument invraisemblable. J'en suis à me demander si cet homme est sain d'esprit. Est-ce que vous pouvez revenir sur les faits? Bon, alors je vais le faire un petit peu de mémoire. Bon, alors, pour évoquer, pour ceux qui nous entendent, qui n'auraient pas connu toute la saga du personnage, il y a quelques années déjà, dans le numéro 40 de la lettre du Club de l'Horloge, puisqu'il est le président du Club de l'Horloge, qui maintenant s'appelle le Carrefour de l'Horloge. Il écrit ceci, la Déclaration des droits de l'homme de 1789 est l'acte de baptême de la nation française. Donc, évacue les rois de France depuis Clovis qui ont fait la France. Son opinion. Petite parenthèse, il a osé sur les réseaux sociaux démentir qu'il ait jamais écrit ça, alors que j'ai le texte et je l'ai mis au défi, j'en ai parlé tout à l'heure, j'en reviens dessus. Et il a démenti avoir été l'auteur de ça, et je l'avais mis au défi, sur les réseaux sociaux, d'un débat public avec production de son texte. Bon. Courage fuyant. Et puis, dernièrement, alors il a fait un certain nombre de déclarations, d'ailleurs je les ai toujours avec moi, parce que ça peut toujours être utile, justement, lors des discussions. Quand on discute avec des gens qui ne vous croient pas, il faut toujours avoir un texte de référence. Et donc j'ai toujours quelques petites munitions dans ma poche. Alors, elles ont été quelque peu codifiées dans une émission invraisemblable qui s'appelle Le Moment Meurice de France Inter le 19 mars. C'est pas vu. Et alors, entre autres préconisations de ce monsieur, pour remettre la France debout, bien sûr. Destruction de la Tour Eiffel. Bon, à la limite, je dirais, bon, la Tour Eiffel a été construite par monsieur Ferdinand de Lesseps, franc-maçon, etc. Non, c'est pas pour ça. C'est Ferdinand de Lesseps? Non. Il y a participé. C'est Eiffel, il l'était aussi. Hein. Il l'était aussi. Bon, c'est maçonnique. Mais c'est pas ça, là. Pour cette raison-là. Il aime pas ça, il aime pas le monument. Bon, limite, d'accord. On a peut-être mieux à faire que de détruire la Tour Eiffel, qui rapporte de l'argent à l'État. Quand même. Bon, c'est n'importe quoi. Bon. Alors, on voit là aussi son sens de la justice sociale, de la défense du bon peuple, suppression du SMIC et du Code du travail. Bon, à la limite, on pourrait dire, c'est fichu n'importe comment, ce truc-là. Il veut tout brûler. Mais il faudrait peut-être proposer quelque chose à la place si on n'est pas d'accord de ce truc-là. Mais non, rien du tout, on supprime. Non. Salut de lui, le grand bourgeois. Il livre les ouvriers et les on supprime. Annexion de la Belgique. Vous savez ce que je dis aux Belges quand ils me parlent de ça? Je dis, vous savez, on a déjà suffisamment de socialistes et de francs-maçons chez nous, on n'a pas besoin de vous. Bannissement de la musique nègre. Bon, c'est un petit peu raciste primaire quand même, parce que la musique nègre, il y a de tout. Il y a des choses qui sont fort belles. Le négro spiritual, c'est tout de même pas mal. Les chansons Sauls et compagnie, c'est tout de même pas mal. Mais non, non, j'aime pas le noir. Mais c'est primaire ça. Ou alors il est complètement cinglé. Je ne sais pas, il y a un problème. Et puis, retour au XVIIIe siècle, avant l'émergence du socialisme, pour balayer les acquis sociaux. Voilà. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est un libéral. C'est du délire. Et il faut dire que précédemment, il avait dit « Je ne défends pas toujours la révolution. » Écoutez bien, je ne défends pas toujours la révolution. Ça veut dire qu'il la défend. Ça veut dire qu'il la défend. Mais je dois dire que la loi Le Chapelier
il se garde bien de dire la loi d'Isaac le Chapelier. A été une fort bonne chose à la mesure où ça supprimait les syndicats. C'est un inculte, oui. C'est un inculte. Parce que les corporations, c'était le contraire des syndicats de la lutte des classes. Ça protège. C'est un inculte. Alors, qu'est-ce que c'est que ce personnage de M. Henri de Lesquen du Plessis-Cassot? En plus de ça, son blason, connaissez l'histoire, on en a parlé dans la politique. Qui n'existe pas. Un blason, quand mon collaborateur Pascal Henriot s'est penché là-dessus, grâce à un document qui nous a été envoyé par un héraldiste, disant mais je comprends pas, je suis allé voir sur les archives bouquins de héraldique française dont je dispose, le blason affiché sur le site Wikipédia d'Henri de Lesquen ne correspond à aucun blason aucune branche des Lassus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et pas plutôt l'article paru dans la politique que le site. Du site Wikipédia disparaissait le blason. C'est pas un peu curieux, ça? Pour le moment. Bon, alors, comme si c'était pas suffisant, tout dernièrement, alors là encore, je dis, mais c'est pas possible, il est cinglé. Il s'est mis à sortir des avanies sur les Juifs. Bon, on peut ne pas les aimer à juste titre, mais on n'est pas obligé de les insulter non plus. Et si on a quelque chose à leur reprocher, on le dit en fonction de telle ou telle déclaration ou action. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? C'était à la suite de la mort de Martin Gray, qui a quelque peu affabulé sur sa propre expérience, parce que ça fait bien, moquant, disant « Comment tiens, c'est curieux que certains rescapés, finalement, meurent à 90 ans, apparemment ils n'ont pas été si maltraités que ça. » Et puis comme si c'était pas suffisant, il moque Simone Veil, qui n'est pas une de mes amies préférées, bien entendu, disant et la grosse, très élégant, et la grosse Simone Veil qui se porte à merveille à 90 ans. Et il se fait poursuivre par les crises. Mais c'est normal, c'est normal. Je regrette beaucoup, ce n'est pas comme ça que l'on combat un adversaire. En l'insultant, mais en le pointant du doigt ses écrits qui montrent comment eux veulent nous détruire. Pas avec des déclarations imbéciles, insultantes comme ça. C'est scandaleux. Alors, monsieur Henri du Plessis-Cassot, je ne sais pas de quelle aristocratie il sort, s'il en sort. Il a des lacunes. Mais il a absolument aucune éducation. Bon, très bien, sur ce, nous avons terminé. Eh bien, Diane, encore, je ne vais pas vous faire attraper la grosse tête, mais vraiment, vos questions sont très pertinentes, collent parfaitement à l'actualité, et nous nous rendons compte que non seulement les conférences attirent de plus en plus de monde, sur YouTube et compagnie, sont de plus en plus vues, mais les entretiens aussi, parce que c'est terriblement formateur, parce que sur tel et tel sujet, ça donne des réponses, j'espère être assez précises, qui expliquent le pourquoi du comment de choses qui sont totalement masquées dans la presse, y compris dans ce qu'on appelle notre presse. Voilà, donc Diane, encore merci du travail que vous faites avec moi, c'est très bien. Et alors, je voudrais remercier à Ludivine qui est là aujourd'hui, qui vient pour la première fois, qui va elle aussi nous aider, j'espère, si je ne l'ai pas dégoûté avec tout ce que j'ai pu dire tout à l'heure. Donc voilà. Très bien. Et bien, à la prochaine fois. Merci, monsieur. À la prochaine fois. Au mois prochain. Inch'Allah.